Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je reçois ce soir Catherine Lelon, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier depuis janvier 2020. On a beaucoup de sujets à évoquer avec vous. On sait que la justice suscite de nombreux commentaires dans le microcosme politique, chez les citoyens. On va essayer de comprendre comment vous fonctionnez à Montpellier. Avant, je voudrais qu'on revienne sur un des pères de la justice, Robert Badinter. L'hommage mercredi a été national, évidemment, place Vendôme, mais également à Montpellier. Robert Badinter qui est décédé le 9 février dernier. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Catherine Lelon ? Alors, Robert Badinter, en tant que président de tribunal ou magistrat, a été ce que j'appellerais, ce que l'histoire retiendra, c'est-à-dire un réformateur de la justice. Pourquoi ? Parce que au-delà de ce qu'on connaît de lui, de ce que le grand public connaît de lui, sur son combat contre la peine de mort, qui a conduit à l'abolition de la peine de mort à son initiative, il a aussi réformé des grands pans de la justice qui sont un petit peu plus méconnus. À savoir, il s'est battu également pour améliorer les conditions pénitentiaires des personnes condamnées, pour faciliter leur réinsertion professionnelle. Il a également passé une loi, ou en tout cas plusieurs textes, pour améliorer également le droit des victimes, que ce soit sur les victimes d'infractions pénales, mais aussi, et la loi porte son nom, la loi Badinter, pour les victimes d'accidents de la circulation, qui ont droit, grâce à lui maintenant, à une indemnisation automatique de leurs préjudices, bien souvent et malheureusement corporels. Il a également aidé à rétablir, je dirais, une égalité entre tous, notamment pour la communauté homosexuelle. Et il a été le premier à permettre la saisine directe par tout citoyen de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc un grand réformateur, comme garde des Sceaux, on le rappelle évidemment, et comme avocat, un ténor. Beaucoup d'avocats qu'on a pu interroger se souviennent de lui comme une voix marquante dans les tribunaux. C'est votre cas également, parce que c'est vrai que le citoyen rejoint et retient l'abolition de la peine de mort, mais il y a aussi sa voix, une présence et un engagement. Et un engagement, une conviction, et c'est bien son pouvoir de conviction qu'il a utilisé lorsqu'il était ministre de la Justice, lorsqu'il a dû porter toutes ces lois importantes, lorsqu'il a été ensuite président du Conseil constitutionnel, puis sénateur, je veux dire. Donc, alors l'avocat, je le connais, à l'époque j'étais, je dirais, plutôt étudiante en droit encore, mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant en droit, on s'inspirait aussi des plaidoiries que l'on se communiquait de Robert Badinter. Donc, lorsqu'il se battait contre la peine de mort, on étudiait en cours les textes de Robert Badinter, les plaidoiries de Robert Badinter. Discours évidemment majestueux, le 17 septembre 1981. Quand on a rendu hommage à Robert Badinter, on a beaucoup parlé de son engagement, évidemment, des valeurs aussi, qu'il a inspiré à beaucoup. Quand on se remet dans notre époque, 2024, vous avez le sentiment qu'il est important que ces grandes voix nous rappellent le cap, la ligne ? Tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu écrire, tout ce qu'il a pu plaider, voire requérir, n'ont pas vieilli d'une virgule. C'est-à-dire, on pourrait relire intégralement l'intégralité de ses ouvrages, l'intégralité de ses plaidoiries, elle resterait toujours d'actualité, voire plus encore actuellement. Il avait un peu ce côté, je dirais, visionnaire, un petit peu, et tous ces combats sur la démocratie, l'égalité, les libertés, je crois que c'est particulièrement d'actualité actuellement. On peut évoquer également l'engagement contre l'antisémitisme, qui est très important, qui est d'actualité. On sait bien ce qui s'est produit le 7 octobre dernier, la marche contre l'antisémitisme et pour la République. Là aussi, en 2024, quelques mois des élections européennes, dans une France qu'on dit un peu bouleversée, c'est utile, notamment pour les jeunes générations. C'est utile pour les jeunes générations. C'est vrai que la lutte contre toutes les discriminations, la lutte
lutte contre l'antisémitisme est une préoccupation majeure des juridictions. Le parquet, dans sa politique, je dirais, de poursuite et ou de répression, est très attentif. Ce sont des dossiers qui sont toujours prioritaires dans les tribunaux, avec une grande, je dirais, sensibilité, réceptivité par l'ensemble des acteurs judiciaires. Catherine Lelong, vous êtes présidente du tribunal judiciaire de Montpellier. On parle de ces valeurs, de l'antisémitisme et souvent de l'atteinte, en effet, à la démocratie. Est-ce que vous avez le sentiment depuis quelques années qu'il y a une progression, une forte progression de ces atteintes aux valeurs françaises ? Alors, c'est un ressenti. Je pense qu'effectivement, il y a une augmentation. Et ce ressenti est effectivement confirmé par les chiffres. Il y a une évolution certaine et dramatique des actes discriminatoires, des actes racistes. Voilà. Et je pense que la justice doit être le rempart, sinon le dernier rempart, à ces actes de violence ou de discrimination qui n'ont absolument pas lieu d'être actuellement dans notre société démocratique et laïque. Mais avez-vous le sentiment quand même que cette violence dont on parle, cette délinquance, cette insécurité est d'abord plus forte aujourd'hui, plus d'ampleur, plus violente encore? Vous avez officié dans de nombreuses juridictions, dans des régions très différentes, le nord, le sud. Est-ce que ça, vous le ressentez réellement? Il y a des changements forts. Oui, il y a des changements forts. Il y a une violence, je dirais, qui s'est... les infractions dites avec violence, accompagnées de violence, malheureusement de plus en plus gratuites, c'est-à-dire sans motif aucun, est en constante augmentation, je dirais, depuis 10 ans, avec une accélération depuis 5 ans. C'est-à-dire on voit arriver devant le tribunal un acte relativement banal, classique, un vol, mais accompagné de violence. On voit des violences, mais réciproques. On voit des violences aggravées. On voit dans les dossiers criminels des violences aggravées d'actes de torture et de barbarie. On sent effectivement que la société devient de plus en plus violente. Alors les causes sont certainement multiples, très certainement par défaillance éducative, mais c'est un constat que tous les professionnels du droit constatent. Donc nos audiences correctionnelles au tribunal comportent de plus en plus de dossiers dits de violence. La tonalité a donc changé. Tout à fait. Et ça, face à cela, est-ce que la justice est assez efficace? Vous savez bien que pour beaucoup de Français, la justice est un peu lente ou très lente, parfois un peu laxiste, et tout le monde a forcément un avis sur les rendus et sur les décisions prises. Alors, dire que la justice est laxiste, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire, chaque dossier est étudié dans sa spécificité, sa particularité. Donc, on peut être particulièrement sévère sur un dossier, eu égard aux précédents, au casier judiciaire de l'auteur, eu égard à sa volonté ou non, je dirais, de repentance, au risque de récidive également, et plus, je dirais, bienveillant dans le prononcé de la peine, parce qu'il y a des gages différents dans un autre dossier. On doit personnaliser la peine. Donc dire la justice est laxiste, non, elle n'est pas laxiste. Mais vous savez aussi, Catherine Lelong, que pour beaucoup de Français, le délinquant qui est passé au tribunal, il le revoit parfois, il le croise parfois dans la rue, et donc le sentiment qui tourne, et vous le savez, c'est que finalement, parce que les prisons sont pleines, les délinquants sont dans la rue, et que ça continue. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Alors, ce que je dis, c'est que la peine n'est pas égale forcément à une peine d'emprisonnement ferme, c'est-à-dire une peine d'incarcération. Au contraire, le législateur a fait en sorte que le panel des peines susceptibles d'être prononcées soit le plus large possible. Donc ça va de peines alternatives à l'emprisonnement, de peines aménagées, de peines accompagnées d'un certain nombre de stages sur les droits civiques, sur la parentalité, sur les dangers de la conduite automobile, sur les addictions.
à des peines d'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire je cherche le terme, avec sursis, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas immédiatement exécutés. Des peines probatoires, c'est-à-dire avec un éducateur qui va suivre la personne condamnée pendant un temps certain, vérifier si elle se soigne quand elle a besoin de soins, si elle travaille, si elle a besoin de travailler, etc. Donc etc. un panel d'outils. Voilà, un panel d'outils. Voilà. C'est-à-dire que la réponse à une infraction pénale n'est pas forcément la case prison. En tout cas, c'est ce que ne souhaite plus le législateur. Notre Parlement. Absolument. Nous ne faisons qu'appliquer les lois pénales qui sont votées par le Parlement. Donc ça veut dire aussi qu'il y a nécessité de parfois tordre le cou à quelques légendes urbaines, en effet, sur la justice laxiste, on en a parlé, et la justice lente. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des chiffres ? Vous êtes en poste depuis janvier 2020, on est en janvier 2024. Est-ce que les dossiers avancent plus rapidement, plus efficacement ? Est-ce que vous arrivez à traiter l'ensemble des dossiers que vous avez sur la table ? Alors, la justice sera toujours trop lente. Voilà, suivant si on se place, suivant si on se place côté professionnel du droit, côté même prévenu, côté victime surtout, la justice sera toujours trop lente. Après, il y a deux grands types de justice. Il y a la justice pénale et il y a la justice civile. La justice pénale, certains dossiers nécessitent un temps certain, ne serait-ce que pour pouvoir démontrer l'existence de l'infraction, comprendre le passage à l'acte, comprendre la personnalité du prévenu pour pouvoir justement prononcer la peine la plus adaptée aux faits et pouvoir indemniser au mieux la victime de ces faits délictueux ou criminels. Donc, lorsque l'on saisit un juge d'instruction, notamment en matière criminelle, pour pouvoir instruire des faits criminels, ces dossiers prennent du temps. Il va falloir interroger tous les témoins, il va falloir interroger à plusieurs reprises la personne mise en examen, interroger la victime quand elle pourra être entendue. Il va falloir interroger les proches de la victime, procéder à un certain nombre d'expertises psychiatriques, balistiques, scientifiques. Bon, donc tout ça prend du temps. Donc il y a des délais qui sont, je dirais, incompressibles pour la manifestation de la vérité. Ça, ce sont les dossiers. Alors, c'est vrai que certains dossiers d'instruction peuvent mettre plusieurs années. Voilà. Mais je dirais, c'est dans l'intérêt d'une justice la plus équilibrée et la plus équitable possible. Ensuite, les dossiers, je dirais, toujours en matière pénale, qui correspondent à des violences urbaines, des faits de délinquance dits de voie publique, etc., sont traités avec célérité par le procureur de la République, c'est-à-dire ou en alternative aux poursuites lorsque les faits sont relativement de moindre gravité, ou en ce qu'on appelle en procédure de comparution immédiate, c'est-à-dire dès la sortie de garde à vue, l'auteur est présenté immédiatement devant un tribunal pour pouvoir être jugé. Donc là, on est en quelques jours de délai après la réalisation de l'infraction. Donc là, on est d'une extrême célérité, c'est ce qu'on appelle la procédure de comparution immédiate. Donc ça, c'est en matière pénale. En matière civile, le procès civil est à la charge et à la diligence des parties. C'est-à-dire, ce sont le justiciable qui est demandeur, qui demande à la justice de rendre une décision. Il le fait bien souvent avec l'aide de son avocat. Donc, le dossier suit un petit peu le rythme du demandeur et du défendeur, sachant que la justice française fait en sorte que la procédure soit totalement contradictoire, qu'un fait ou un élément avancé par le défendeur puisse être contradictoirement discuté et contrecarré éventuellement par le défendeur. Donc là aussi, ça peut prendre un temps certain. Pour rendre la justice plus efficace, cependant, il faut des moyens humains, des moyens matériels. Est-ce que vous en disposez comme vous le souhaitez ? Est-ce qu'aujourd'hui, les effectifs sont à la hauteur pour permettre que ces dossiers avancent ? Alors, je dirais, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est le tribunal judiciaire de Montpellier est doté
officiellement, budgétairement, je dirais, de 57 magistrats du siège, de 232 fonctionnaires du greffe, catégories confondues. Ça, ce sont les chiffres. Voilà. Sur ces chiffres, sur les 57 magistrats du siège, 2 postes seulement sont vacants. La pratique, c'est quoi? La pratique, c'est est-ce que cet effectif qui nous est octroyé est suffisant pour répondre à la demande, aux besoins de justice de la population et du ressort de Montpellier? Est-ce le cas? La réponse est non. 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 Donc, le ministère de la Justice, conscient de la disparité entre les effectifs localisés et le besoin réel de magistrats et de greffiers dans les juridictions, a fait en sorte, et ça je remercie le ministère de la Justice en ce sens, d'annoncer un renfort des effectifs en magistrats et en greffiers. Sont annoncés l'arrivée de 1500 magistrats supplémentaires et de 1800 greffiers supplémentaires au niveau national. Donc Montpellier en bénéficiera. Montpellier va en bénéficier. Montpellier va bénéficier de 4 magistrats supplémentaires et de 6 à 8 greffiers supplémentaires. Ce qui peut paraître peu, mais qui est quand même énorme. À quel horizon? On a déjà Alors, calendrier. l'horizon, fin 2024, 2027. Voilà, alors, c'est Donc vrai un peu que... de patience. Alors voilà, un peu de patience. Maintenant, nous sommes tous, je dirais, dans la... Voilà, on attend avec impatience. On se dit, pourvu que l'on ait au moins un magistrat et un greffier supplémentaire fin 2024. Voilà, mais il pourrait peut-être n'arriver qu'en 2027. Alors même que maintenant, on en aurait cruellement besoin. Voilà. Notamment dans des services qui sont particulièrement, je dirais, en difficulté par manque d'effectifs. Alors, c'est surtout au civil. Voilà. Dans les services, ça ne vous étonnera pas, dans les services qui correspondent, je dirais, à la situation de notre société actuellement, qui souffre de difficultés économiques, financières. Donc, vous avez, par exemple, des juges et des greffiers qui s'occupent du surendettement, des dossiers de surendettement. Les demandes de dossiers de surendettement ont augmenté de manière significative, de presque un tiers d'augmentation en plus. Pas d'effectifs. Nous avons un tiers d'effectifs supplémentaires à mettre. Bon. Vous avez le service des saisies rémunération, les saisies sur salaire. Voilà. Lorsqu'un créancier veut récupérer sa créance en saisissant une portion du salaire d'un citoyen. Vous avez également le service des affaires familiales, bien évidemment. Notamment, nous assistons à une augmentation des demandes par les couples hors mariage, non mariés, qui demandent aux juges aux affaires familiales de statuer sur, je parle de manière basique, sur un droit de garde, une pension alimentaire. Alors là, les demandes augmentent. Sauf que l'effectif des juges aux affaires familiales et des greffiers est toujours en nombre suffisant. Autre sujet d'actualité et de société aussi, les violences intrafamiliales, les violences conjugales aussi. Et je sais que vous avez fait de la lutte contre les violences intrafamiliales une des priorités de votre mandature. C'est-à-dire, on a, avec le procureur de la République et la directrice de service de greffe, engagé un véritable projet de juridiction dès au milieu de l'année 2022. Donc, un projet de juridiction pour engager tous les acteurs au sein du tribunal qui ont en charge de près ou de loin à un moment donné cette procédure de ce qu'on appelle chez nous les violences intrafamiliales. Ça démarre au niveau dans les services du procureur de la République, ça passe par le tribunal, le service des juges des libertés et de la détention, les juges d'instruction, le tribunal correctionnel, les juges de l'application des peines, les juges des enfants. Il ne faut jamais oublier que les enfants sont souvent victimes directes des violences au sein du couple. Ça passe aussi par le juge aux affaires familiales. Donc tous ces acteurs, nous les réunissons et nous essayons d'abord de bien communiquer entre nous, de se transmettre utilement toute information sur un dossier précis et surtout de trouver les solutions les plus adaptées pour pouvoir répondre et prévenir les violences intrafamiliales. Avec là aussi un partenariat, j'imagine, sur le territoire, ça peut être les collectivités, les élus, l'éducation nationale, ça c'est important et vous le favorisez. Alors,
travaille avec nos partenaires privilégiés que sont les avocats, que sont les associations, les associations d'aide aux victimes, je pense à France Victime 34, le CIDF, avec les hôpitaux, avec bien évidemment services de police, de gendarmerie, les assistantes sociales, les éducateurs, que ce soit pour les mineurs ou pour les éducateurs qui suivent les personnes condamnées en la matière. Je dois sûrement en oublier, mais nous travaillons bien évidemment parce que ça ne peut se concevoir qu'en partenariat avec toutes les personnes intéressées par ce phénomène dramatique que sont les violences intrafamiliales. Et aussi pour favoriser que la parole soit libérée, la libération de la parole, il est nécessaire, en effet, probablement de jouer la carte de la pédagogie aussi, de l'information, sans relâche, auprès de tous les publics. Tout à fait. Public, ça commence à l'école, public jeune, donc ça se poursuit également par le biais, souvent c'est quand même par le biais des associations, par le biais des associations partenaires, dont c'est, je dirais, l'objectif principal. J'ai cité l'association France Victime, j'ai cité le CIDF, je pourrais citer également l'AERS, toutes ces associations qui se battent en fait pour défendre et protéger le droit des victimes. Un point sur les jeunes, vous en avez beaucoup parlé lors de cette interview. Je sais que vous recevez beaucoup de classes au tribunal, tous les jours. Voilà. Donc, c'est une manière aussi de présenter la justice réellement. Voilà. On essaye aussi d'avoir un moment, je dirais, privilégié pour répondre questions-réponses aux jeunes. C'est quoi un juge? C'est quoi un procureur? Pourquoi le tribunal a prononcé telle peine, etc. Voilà. Donc, c'est à quoi sert l'avocat? Donc, on essaye de répondre à toutes ces questions. L'idée aussi serait c'est un partenariat qu'on va essayer de nouer avec l'académie, c'est-à-dire de former les formateurs, c'est-à-dire d'inculquer un certain nombre de notions pratico-pratiques aux professeurs, aux enseignants, qu'ils soient en primaire, en secondaire, voilà, pour qu'ils puissent, eux, avec leur pédagogie, leurs mots, répercuter sur leurs élèves. Voilà. Alors pour toucher les plus jeunes, probablement qu'il faut se mettre à la page, on sait tous bien cela, évidemment, donc c'est-à-dire la digitalisation, la numérisation, les nouveaux supports numériques, et vous voyez où je veux en venir, parce que vous avez lancé un plan de numérisation de la procédure pénale, c'est un plan qui a été lancé en 2023, je crois, qui aussi permet de faire basculer la justice dans un monde de 2024. Voilà. Alors, la révolution numérique dans les tribunaux a été annoncée dès le début du XXIe siècle. Ça a mis un petit peu de temps à arriver, parce que c'est vrai que les juridictions avaient une grande marche à monter avant d'arriver à niveau. Je dirais que 2023 était l'année charnière, et 2024 verra la concrétisation pratico-pratique de ce développement du numérique dans les juridictions. Ça se traduit comment? Alors, ça se traduit donc déjà, méthodologiquement, le tribunal de Montpellier a créé là aussi un projet de juridiction pour acculturer l'ensemble des acteurs qui utilisent le numérique, que ce soit dans le secteur pénal ou dans le secteur civil. Donc, projet de juridiction. Tous les équipements ont été renouvelés, je dirais, sont de bon niveau. Et nous voyons se déployer en juridiction toute une série d'applicatifs métiers, de logiciels nouveaux qui doivent nous aider à améliorer le délai de traitement des procédures. Voilà. Donc là aussi, pour rendre plus efficace le traitement des dossiers. Et surtout réduire le délai de traitement des procédures pour éviter que cette justice soit trop lente, compte tenu du papier, des photocopies, des envois par lettre recommandée, des envois courriers, des convocations, etc., qu'on passe à quelque chose un petit peu plus rapide et dynamique. Oui, voilà. Et puis aussi en lien avec une société qui, elle aussi, est dans la révolution numérique, évidemment. Donc, on convoque maintenant on rappelle les convocations par SMS, voilà. On transmet les décisions, en tout cas, au moins à nos partenaires que sont les avocats, par voie dématérialisée. On travaille par voie dématérialisée avec nos experts judiciaires,
avec les commissaires de justice, qui sont les anciens huissiers de justice. Voilà, on essaye de travailler comme la société moderne nous demande de le faire actuellement dans tous les secteurs. Est-ce que comme beaucoup de professions, il y a une crise de vocation au sein de la justice? On sait que beaucoup de filières recherchent des bons experts, cherchent à recruter, et c'est difficile. Est-ce que c'est encore des métiers d'avenir, la justice? C'est un métier d'avenir. Je dirais c'est presque le plus beau métier du monde que de celui que de rendre la justice. Bon. C'est ce que je dis. C'est ce que je Évidemment. dis. C'est ce que je dis aux jeunes collègues, aux jeunes moi j'arrive à bientôt 40 ans de service, je dirais. Quoi de plus beau que de rendre la justice? Voilà. Bon, après, oui, il y a un défaut d'attractivité. Un défaut d'attractivité parce que le message ambiant qui est de dire la justice est submergée, la justice n'a pas de moyens, la justice. Alors c'est vrai que les collègues travaillent beaucoup. Les collègues, il faut savoir que nous sommes il y a des collègues de permanence, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Le fonctionnement de la justice ressemble, avec ses avantages et ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses, je dirais, à l'hôpital public. Ouais. Voilà. Donc, il y a des services d'urgence dans une juridiction, comme il y a un service d'urgence à l'hôpital public. Il manque quelquefois d'effectifs. Après, les personnes qui sont engagées à l'hôpital public, comme ceux qui sont engagés dans les juridictions, je dirais, ont la même foi et la même conviction, la même volonté de faire avancer effectivement les procédures et de rendre des décisions les meilleures possibles dans les délais les plus raisonnables possibles. Merci Catherine Lelon, vous êtes présidente du tribunal judiciaire de Montpellier et vous étiez mon invitée ce soir. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toutes et à tous. Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.